Bonjour Philippe Pichon. Bonjour Marcel Ville. Vous incarnez un parcours hors norme, vous avez été un policier atypique, vous êtes un poète engagé, un écrivain incontesté, un lanceur d'alerte aussi. Vous avez su transformer votre expérience de terrain en matière littéraire, et aussi d'ailleurs polémique. Vous êtes l'auteur quand même maintenant d'une quarantaine d'ouvrages, j'ai bien compté, dont le dernier en date, c'est celui dont on va parler des 39 autres. Mais c'est les hussards, les mousquetaires des lettres, et c'est aux éditions du Verbe Haut, une très belle maison d'édition, et cet ouvrage, bien évidemment, il est en vente, vous le savez, sur tvl.fr, sur le site de TV Liberté. Vous allez dans la boutique de TVL pour vous le procurer. Avant même d'ouvrir les pages de cet ouvrage, il convient de définir pour nos téléspectateurs ce que l'on appelle en littérature les hussards, ou l'esprit hussard, ou le mythe des hussards, ou même l'école des hussards. Alors d'abord, peut-être rappeler à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, que l'expression vient de Bernard Franck, dans une chronique Les Temps modernes, qui était la chronique de Sa Majesté la Mouche, donc Sartre, où il parle de grognards et hussards, parce qu'il va, on va pas les citer maintenant, on le citera certainement un peu plus tard, dans une formule, je les appelle fascistes par commodité, réunir des écrivains pour lui plutôt de droite, dans un mouvement, une école, etc., des écrivains qui ont, pour le dire rapidement, la plume facile, le verbe haut. Le verbe haut, ça tombe bien. Votre première définition, effectivement, qu'on trouve dans l'ouvrage des hussards est la suivante, je vous cite, « Un groupe de jeunes qui propose la désinvolture et la subjectivité des électrons libres droitiers tournés vers la trouvaille langagière et non vers la recherche. » En quoi les auteurs que l'on qualifie de hussards diffèrent-ils finalement fondamentalement, par exemple, des essentialistes que vous avez cités de Sartre, au-delà, j'ai bien compris, des points de vue politiques? Eh bien, parce que les hussards, chez les hussards, les cas particuliers se vengent des généralités. C'est-à-dire que les existentialistes, donc vous les avez rappelés, Sartre, de Beauvoir, ont voulu tirer des généralités d'à peu près de leur expérience. Et c'est l'inverse chez les hussards, c'est mon expérience vaut toute expérience. Et donc c'est le moi-je, de Claude Roy, qui est plutôt de gauche, c'est le moi-je qui vont aller chercher chez l'égotisme de Stendhal, c'est-à-dire l'expérience devient roman. Ma vie est tellement intense, ma vie est tellement romanesque que je vais en faire un roman. Dans les années 50, on est bien dans l'après-guerre. C'est ça. Et c'est Sartre qui tient la vedette. On le sait plus qu'aujourd'hui, il a un peu disparu. Et Aragon. Mais c'est lui qui tient le crachoir, et avec ses artistes, ses intellectuels, attirés par, à cette époque-là, le socialisme modèle soviétique. Alors on s'en rend plus compte maintenant, mais en effet, l'exécuteur des consciences, l'exterminateur des âmes, c'est Aragon et Sartre. Ils n'ont pas de destin potin au comité. Il y a un comité d'épuration des écrivains, on s'en rappelle plus, avec des écrivains qui vont être en effet fusillés, Brasillac par exemple, et d'autres, si vous voulez. Je pense à Morand, je pense à Chardonne, je pense à Fregnault, je pense à Céline, qui vont être mis au banc de la société littéraire. Et donc ces hussards vont vouloir, par rapport à ces aînés, redonner des lettres de noblesse à leurs aînés qui les ont un peu inspirés quelque part. C'est Sartre qui fait la pluie et le beau temps à cette époque-là, alors que pendant la Seconde Guerre mondiale, son attitude est tout à fait répréhensible. Il émet le vert de gris. Il émet le vert de gris puisque, je vous rappelle quand même que par rapport à Céline, il a voulu se faire parrainer, il a voulu que Céline vienne à la première représentation des Mouches. Il a participé à des émissions de radio, au moins 6 ou 7, qui étaient carrément tenues par les mains ou examinants. Donc, sans autant dire que Sartre est un collaborateur, il a parfois été attentiste plus que résistant. Voilà, pas très résistant. Non. Allez, ceci nous amène directement à l'ouvrage, et ma première question, elle est simple et elle est la suivante. Pourquoi avoir choisi l'expression « mousquetaire » des lettres pour qualifier les hussards? Mousquetaire. Alors, en accord avec Sylvain Durin, on n'a pas dit les 4 mousquetaires. Sylvain Durin, c'est... Pardon, l'éditeur. D'accord. Pas les 4 mousquetaires, parce que j'ai voulu dire que, et je vous dirai peut-être pourquoi immédiatement après, c'est cette droite épéiste qui, moi, me plaît beaucoup en littérature. Avec un fil conducteur, dans ce livre, c'est, pour moi et depuis toujours, les meilleurs écrivains sont à droite, et peut-être que les plus grands lecteurs sont à gauche. Sartre est un piètre écrivain, mais c'est un très bon critique. Solers n'est carrément pas un écrivain, mais c'est un très bon critique. Alors que tous les autres, ceux dont vous allez me parler aujourd'hui, sont à la fois d'excellents critiques, mais d'admirables romanciers. Ce qui n'est pas qu'un, je schématise,
à mon sens, pas plus hier qu'aujourd'hui, je pense que le corps à corps charnel, ce que doit être pour moi la littérature, ça vient surtout de la droite et de l'extrême droite. Enfin, moi, j'ai pas peur de vous le dire comme ça, si tant est qu'à l'époque, les notions de droite et d'extrême droite aient un sens. Et parce que vous parlez de Sartre et d'Aragon, je pense que les hussards, plutôt que des auteurs engagés, ont été des auteurs contre-engagés. Un point qui me semble essentiel pour nos téléspectateurs, tous ces auteurs dont on va parler ont 20 ans en 1945. Et plutôt que des affinités idéologiques, je pense que c'est plutôt des amitiés générationnelles, ou une amitié générationnelle. Alors quand vous dites que la gauche n'a pas de grands écrivains, c'est plus le cas aujourd'hui. Par exemple, des gens comme Annie Arnaud. Là, vous voulez me mettre en colère dès le départ. Annie Arnaud, c'est pas un écrivain, c'est vraisemblablement... Elle est mobilisée, quand même. Ah oui, mais ça vous a pas échappé. On m'a pas demandé mon avis, je n'ai pas voté pour elle. C'est certainement un redoutable sociologue, mais c'est tout sauf un écrivain. Pas plus que les gros, vous savez, rappelez de ces deux sœurs, dont j'ai oublié les prénoms, Marie Cardinal, tout ça, sont pas pour moi des écrivains. Elles racontent, c'est l'autofiction, si vous voulez. Pour moi, l'autofiction, sauf à de rares exceptions, n'appartient pas au domaine de la littérature. Je dis même pas l'autobiographie, parce qu'il y a des grands autobiographes, il y a des journaux intimes. On ne va pas les citer, de ces écrivains de droite et de gauche qui sont très intéressants. Mais pour moi, l'autofiction, c'est un peu une lâcheté vis-à-vis de soi-même. Et puis, c'est un peu une facilité avec l'écriture, me semble-t-il. Et que c'est Annie Arnaud, retour à des écrivains de qualité. Vous consacrez une très large chapitre aux inspirateurs des hussards, car que ce soit Nimier, Blondin, Laurent, Déon, les hussards ne surgissent pas de nulle part. Hein. Pour vous, ils se réclament d'une tradition littéraire française. Oui, d'abord un modèle qui est emprunté au XIXe siècle, qui est Stendhal. L'égotisme, qui veut dire l'égoïsme, parce qu'ils vont apprendre de Stendhal, pas que dans ses romans, d'abord parce qu'ils pensent, et je pense un peu comme eux, que les très bons bouquins de Stendhal sont plutôt tous les autobiographies. Hein. Je pense à ses souvenirs d'Italie, je pense à Henri Brulard, des choses comme ça. Ils vont aller chercher vers la verve, le galop, le romantisme au galop, sur un air de cavalerie. Je pense qu'ils vont chercher ça chez Stendhal, même s'ils tirent un peu la métaphore un peu loin. Et il y a, je ne sais pas si vous les avez cités, on va les citer, il y a à peu près avouable Barrès et carrément pas avouable Gobineau. Mais c'est ça, parce que là, parmi les grands admirés, grands aînés admirés, selon vos propres termes d'ailleurs, figurent donc, on l'a dit, Stendhal, il y a bien sûr Barrès aussi, Paul Morand, Chardonne, puis aussi des écrivains qui ne bénéficient pas de la bonne presse, comme on dit encore aujourd'hui. C'est le cas de Céline, c'est difficile, mais enfin aujourd'hui... On ne se rend pas compte de ce que vous dites là. Voilà, et puis il reste Gobineau. Gobineau, lui, il reste complètement dans le ghetto, si j'ose dire. Quels sont leurs apports aux uns et aux autres Alors, les hussards? Oui, Céline, c'est certainement, là encore, l'oralité qui passe à l'écrit, mais avec tout un travail derrière qui est gommé. Pour Morand, qu'on peut citer également, c'est le Morand des deux Venise, avec là encore la capacité d'aller chercher du vécu autobiographique et de le transformer en roman. Chez Fregnault, je ne sais pas si on l'a cité, qui sera copain de Michel Déon, c'est également le côté un peu lyrique. Lyrique, chez les hussards, n'est pas un grand mot, c'est-à-dire la possibilité d'avoir à la fois une profonde nostalgie et de bouffer la vie, pardon de cette trivialité, par les deux bouts. Et je pense que c'est ce qui est peut-être le facteur commun des auteurs que vous venez de rappeler, Chardonne, Fregnault, Céline, etc. Qui sont pour moi des écrivains majeurs, n'en déplaise à Aragon et à Sartre à l'époque, puisque là encore, ces écrivains-là sont épurés. On va leur même attenter c'est pas les seuls, hein, on aurait pu parler de Giraudoux, Cocteau, etc. Mais on leur fait plus que des procès d'intention, hein, on va aller jusqu'à leur faire des procès judiciaires, j'allais vous dire. Hein. Des hussards, vous allez en connaître quelques-uns. Nous, le TV Liberté a eu la chance, à ses débuts, d'avoir un entretien avec Michel Déon, par exemple. Vous avez rencontré Michel Déon? Oui, je le raconte dans le livre. Très grande personnalité. Je vais vous raconter l'anecdote. Pour l'un de mes anniversaires, donc le livre est dédié à Christian Millot. Christian Millot me dit viens à la cantine. Christian Millot, il faut peut-être aussi préciser. Go et Millot, il est connu pour le célèbre critique guide gastronomique, mais Christian était aussi un hussard, puisqu'il a travaillé avec Nimier, etc. etc. Et pour ton anniversaire, comme tu n'arrêtes pas de m'embêter avec ton Céline,
qui est un auteur de chevet, vient à la cantine, j'ai quelqu'un à te présenter. Donc j'arrive sans trop avoir révisé mes humanités, et je vois immédiatement Michel Déon. Et donc, à peine assis, Millot me saute dessus, et au moment de l'apéritif, Déon et quelques autres, c'est le cas de Blondin, avaient une descente assez solide. Et il me dit, Christian Millot me dit, quel est ton bouquin préféré de Déon? Et donc, si vous savez, moi j'ai peut-être une trentaine d'années, 35 ans, quelque chose comme ça, quand vous avez un monstre sacré, parce qu'on ne se rend plus compte de qui est Michel Déon, qui est récemment disparu. Alors quand je dis récemment, il y a peut-être 10 ans, je ne voudrais pas dire de bêtises, c'est pour moi un monstre qui a traversé les années, qui était très discret, académicien. C'était un monstre de la littérature. Il y a des chefs-d'œuvre, etc. Et donc, pour m'en tirer, alors que j'aurais pu citer Bagage en Vancouver, qui était peut-être la façon dont je suis rentré chez Déon, je veux dire dans son univers, c'était sa correspondance avec Fregnault, qui est d'une subtilité absolue, qui est le mot fraternité prend tout son sens, et donc là encore, deux intelligences hors normes. Pour nos téléspectateurs, Fregnault, c'est le fameux Guillaume Francoeur. Les étonnements de Guillaume Francoeur. Et donc, quand on a deux écrivains qui correspondent, ça donne un bouquin magnifique. Ça donne envie de les connaître mieux. Ils constituent d'ailleurs, ces hussards, une constellation d'écrivains. Oui. Alors, vous avez cherché, et je vous ai lu, donc j'ai trouvé ces termes-là dans votre ouvrage. Quel était leur esprit commun? J'ai ressorti 3 notions, l'élégance, l'insolence, le refus de l'idéologie. Est-ce que ces 3 termes vous conviennent? Oui, en synthèse. Oui, vous avez absolument raison. Et pour l'ajouter, vous finissez par le refus de l'idéologie, ce qui est peut-être l'acceptation de son propre idéalisme. Parce que les 4, on peut peut-être les citer maintenant, les 4 historiques, Roger Nimier, Antoine Blondin, Michel Déon et Jacques Laurent. Le Jacques Laurent, qui est le Jacques Laurent que les téléspectateurs connaissent, des Carolines Chéry, mais pas que. Cécile. Cécile Saint-Laurent dit Jacques Laurent. Exactement. Jacques Laurent dit Cécile Saint-Laurent. C'était des idéalistes, mais au sens intime du terme. C'est-à-dire qu'ils avaient vis-à-vis de la vie, à la fois de la gourmandise, vous l'avez dit, une forme de dilettantisme, mais qui était créatif. C'était pas des gens foutistes, c'était des dilettantes, et une manière de vivre en même temps qu'une sorte de mal de siècle. Vous savez, on a beaucoup utilisé cette expression, des mal-aimés, mal-aimants, mais avec des bonhommes. Vous vous rappelez, nos jeunes téléspectateurs ne s'en rappellent pas, mais nous, on s'en rappelle, les chroniques de Blondin sur toute la petite reine. On lisait plutôt les articles de Blondin, en tous les cas c'était mon cas, plutôt que de regarder la télévision et les coureurs dont je me foutais, mais les articles de Blondin. Et du Tour de France. Exactement. Là, vous avez cité 4. Il y en a d'autres, oui. Même si on reste sur ces 4-là, quel est l'auteur? Quelle est la personnalité qui incarne le plus authentiquement l'esprit hussard? Alors, bien sûr, on pense peut-être à l'auteur du Hussard bleu. Oui. Alors, Roger Nimier, dont on fête, et c'est une des coïncidences, mais pas que, du livre, puisqu'on fête le 100e anniversaire de la naissance de Roger Nimier, 1925. Les autres sont un peu plus vieux, ils sont de 1919. C'est peut-être vous savez, il y a un auteur qui s'appelle Marc d'Ambre, qui est un peu le spécialiste français des hussards, qui, lui, d'abord, pense qu'il y a une école des hussards, et il pense que le chef de file de ce mouvement, de cette école, qui pour moi n'en est pas un, c'est en effet Roger Nimier, parce qu'il cumule, y compris pour la postérité, pardon de cette facilité de langage, toutes les qualités. Il est mort très jeune dans un accident de voiture. 62. C'est ça, avec une œuvre assez copieuse derrière lui, mais avec beaucoup de, là encore, pardon de cette facilité, beaucoup de livres achevés qui paraîtront posthumement. Et donc il fait partie de ces James Dean de la littérature qui donne, si vous voulez, à l'éternité un goût de reviens-y, si je puis dire. C'est parce qu'aussi, il donne peut-être l'idée que la littérature peut être aussi un style de vie en même temps qu'une œuvre, parce que c'est un écrivain fulgurant, à la hussarde. À la hussarde. Alors,
de là, enchaîner avec les femmes, après, vous êtes difficile avec moi, mais en effet, l'alcool, les femmes, 25 heures dans chaque journée, etc., etc. Et donc, en effet, une vie, c'est l'homme pressé de Morand, si vous voulez, Nimier. Donc, il a dévoré la vie, il a dévoré toutes ces femmes. Vous savez qu'il y a eu une liaison, on lui prête une liaison, je pense qu'elle est documentée, hein, avec Dorman, Geneviève Dorman, qui lui a survécu. Et forte femme aussi, hein. Je sais que le bal des Dodo fait partie de votre bibliothèque. Je l'ai rencontré. On pourrait dire d'ailleurs que Dorman fait partie de, je ne sais pas si on peut parler de néo-hussard, en tous les cas, pour moi, la filiation. Oui, la petite sœur de ces quatre noms-là. Est-ce que l'esprit des hussards leur a survécu? En d'autres termes, que reste-t-il des hussards sur notre toit littéraire? Existe-t-il des hussards modernes? Ou bien est-ce que ça reste, c'est possible après tout, une nostalgie littéraire? On aimerait bien que ça soit finalement une nostalgie littéraire, mais je vois quand même quelques noms qui émergent. Je pense à Patrick Besson, je pense à Denis Tignac qui nous a quittés, que je connaissais un petit peu, qui nous a quittés. Souvent à TV Liberté. Qui nous a quittés il y a 5-6 ans. Je pense dans les plus jeunes au Jean-Claude Van Damme des lettres belges, à Van Kovlart, pardon. Je pense quelqu'un qui nous a quittés, mais qui était aussi un ami de la maison, je crois, Guy Dupré. Un peu à part, mais qui à mon avis, l'esprit hussard. Je pourrais en citer d'autres, peut-être. J'aurais peut-être pu mettre Sylvain Tesson, vous voyez, pour les mêmes raisons d'ailleurs. Ce goût c'est quelque chose, c'est mieux que Frison Roche, Tesson. Vous voyez, c'est là encore le goût du beau langage, la trouvaille langagière, plutôt que de la recherche à la Philippe Solers, puisque du coup on n'aura pas le temps d'en parler, mais pour moi, il n'y a pas d'âge d'or en littérature, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, mais peut-être qu'il y a eu nos années Solex, et qu'on a maintenant des années McDo qui ont commencé, grosso modo, hein, avec Femme de Philippe Solers, et qui se terminent un peu péniblement avec Aigné Ernaud. Philippe Delerne, etc. Voilà. On est d'accord là-dessus. Juste pour préciser d'ailleurs que dans Sylvain Tesson, il y a toujours cette idée aussi de la concomitance du style de vie avec l'œuvre. Hein, voilà. Oui. Un personnage. Voilà, un personnage. C'est pour ça que je me permets de le ranger parmi le mot néo-hussard ne convient pas. Ne voudra pas. Non. La question est d'ailleurs beaucoup. Enfin, je me fais son porte-parole, je n'ai pas le droit, hein, mais voilà. Je pense qu'il ne serait pas embêté de cette remarque. La question est d'ailleurs beaucoup plus cruelle d'ailleurs que ça finalement dans mon esprit. C'est en fait dans un monde littéraire, vous l'avez dit, hein, dominé par les grandes maisons, et aujourd'hui d'ailleurs politiquement correct, hein, la censure. La censure. Hein. J'ai rien contre Paul, POL, mais enfin quand même... Tout ça nous tombe des mains quand même. Mais qu'est-ce qui reste de possible dans un esprit, par un esprit hussard aujourd'hui? Est-ce que ça pourrait exister en fait? Je crois que même des maisons qui pour moi avaient de l'importance, Mercure de France, Gallimard, historiquement de l'importance, même si elles étaient passées au départ à côté de grands génies que sont Proust, Céline et d'autres, hein, c'était de Noël comme vous savez, je crois qu'il reste rien de l'esprit hussard ou tellement peu de choses. Parce que, d'abord, le monde va encore plus vite que Nimier, c'est dire si ça roule fort, que les réseaux sociaux ont mis à bas le reste de résistance un petit peu intellectuelle. Je parle de la littérature. Hein. Et donc, pour moi, il y a très très peu d'écrivains. Ça me surprend ce que vous dites. S'il y a Sarah Vajda, ce langage droitier, on le retrouve par exemple chez un Philippe de Villiers, il est en tête des ventes avec Populicide. Il est numéro 1 des ventes, il bat Ken Follett. Oui, lui-même ne se revendiquerait pas écrivain. Bien sûr, mais ce langage droitier, c'est quand même bien aussi Philippe de Villiers. Donc il y a bien un espace qui pourrait se... C'est un langage droitier, mais ça ne se traduit pas dans une littérature. Pas plus que Rick Zemmour est écrivain, enfin, je veux dire... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour moi d'abord un essayiste, c'est pas un romancier. Je crois qu'il a fait un roman. Même chose pour Nolo. On ne peut pas dire que Nolo soit romancier. J'espère qu'il m'en voudra pas, mais c'est la réalité. Ce sont d'abord. Et après, les quelques romanciers, je pense à Pierre Jourde, qui veut absolument pas être cité dans ma bouche. Tant pis pour lui.
ils sont incapables de s'extraire, c'était le cas des hussards, arriver à s'extraire, se foutaient de savoir si c'était de droite ou de gauche, vous voyez, parce qu'on ne les a pas cités. Ils avaient des amis ensuite de gauche, que j'appelle un peu avec ironie les chevaux légers progressistes de l'époque, que sont Roger Vaillant, que sont Claude Roy et donc Bernard Franck dont on a parlé. Et si je dois répondre à ce que vous dites, même, pardon, puisqu'on en revient à la gauche, même, à mon avis, Roger Vaillant, qu'est-ce qui reste de l'œuvre de Roger Vaillant ? Ça a vieilli, et à part Drôle de jeu et éventuellement 325 000 €, tout le reste, c'est pas bon du tout. Peut-être que déjà, à l'époque, c'était pas bon. Je trouve très pessimiste. Oui, il y a des écrivains. Mais vous l'aviez déjà... Patrice Jean, formidable, Patrice Jean. Alors, vous avez raison, avec son complice dont le nom m'échappe. Vous avez raison. Voilà. Raison. Mais mais je pourrais vous en trouver d'autres. Mais... Ah bon, mais c'est pour des jeunes romanciers. Je crois que Patrice Jean, il doit avoir 2 ans de moins que moi ou quelque chose comme ça. Votre essai revendique une écriture subjective, parfois enflammée. Est-ce que c'est un choix volontaire pour vous inscrire, vous aussi, dans la façon dont vous avez rédigé cet ouvrage, dans cet esprit même des hussards? Alors, je vous dirais bien oui. Référence. Je vous dirais bien oui, mais c'est pas à moi d'en juger. Bon, moi j'en juge, et je crois que c'est dans ce même esprit. Ce livre est finalement un manifeste de droite littéraire. Oui. Oui. Vous acceptez le terme? Oui. Ça ne fait pas peur? Non, quelque chose d'entre l'anarchisme de droite, parce qu'il y avait quelque chose de rebelle chez les... Donc pour un ancien flic anarchiste de droite, c'est mal parti pour la retraite. Et puis, oui, l'irrévérence, et je crois que l'irrévérence est plutôt à droite qu'à gauche. Définitivement, j'allais vous dire. Avec une très belle, on va terminer par cela, une très belle citation sur Nimier, l'écuyer en chef du cadre noir des belles lettres. Oui. Ça, c'est beau. C'est vrai. Oui, même s'il n'y a pas école, il y avait quelque chose. Ça a été le patron de plusieurs, y compris vous voyez, on le sait peu. Il avait fait une revue qui n'a pas duré longtemps, qui s'appelait la comédie humaine, comme quoi, vous voyez, le diable se niche dans les détails. Il aimait d'ailleurs, il préférait Malraux à Maurras, alors qu'il avait toute la culture maurassienne. Mais il avait trouvé quelque chose en Malraux, pourquoi pas. Si on avait aujourd'hui, parce qu'il nous reste 2 minutes, si on avait aujourd'hui à dire à nos téléspectateurs, ben voilà, je vais me lancer dans les hussards, on nous a cité 4. Ouais. On va rester sur ces 4-là. D'accord. Et de ces 4-là, quel est l'ouvrage que je devrais Je m'y attendais parce que je vais vous dire... C'est très prévisible, vous savez. Oui, parce qu'on n'est pas forcément, d'accord. Ce que je lirais moi n'est pas forcément ce que je conseillerais. C'est votre choix à vous que je demande. Ah bon, alors d'accord. Donc le hussard bleu pour Nimier, qui est vraisemblablement le plus connu, mais faut lire avant les épées, puisqu'en réalité c'est presque un diptyque, si je puis dire. Blondin, j'hésiterais entre Un singe en hiver, parce que je trouve ça truculent, mais peut-être qu'on serait alors trop proche de Gabin Belmondo. Donc je dirais L'humeur vagabonde, qui est un très très beau roman. Les bêtises de Jacques Laurent. Et peut-être Déon, je vous ai dit que j'avais un rapport particulier à Déon, parce que je suis allé vraiment sur les sentiers vicinaux avec Déon. Peut-être Les poneys sauvages pour Déon. Bon, écoutez, on est à 3 sur 4, vous voyez. On n'est pas si mal. Hein. Oui. Pas si mal. Merci beaucoup, Philippe Pichon. Je vous invite à découvrir tous ces écrivains, premièrement aussi à découvrir l'écrivain Philippe Pichon à travers cette découverte des hussards. Il est bien modeste vis-à-vis, pardon, je vous interromps, vis-à-vis de mes aînés qui vraiment avaient, je le dis aux téléspectateurs, d'immenses talents. Immense talent à retrouver. Donc c'est aux éditions du Verbe Haut. Merci Philippe Pichon. Merci à vous, merci à vous. Merci à vous.